qu'il a aimablement accepté d'effectuer cette longue route transversale entre la grande côte, la grande et majestueuse côte de Bourgogne, où est situé votre charmant village de Gevrey-Chambertin. J'ai pu voir sur Google Earth, c'est très beau, vu du ciel. Et il est venu depuis cette lointaine Bourgogne jusqu'à notre petite cité, qui elle est nichée dans sa combe, qui regarde la vallée de la Dordogne. Alors il est vrai que nos deux régions géographiques ont des points communs. D'abord, nos cités appartiennent et vivent sur deux vignobles prestigieux et mondialement connus, Bourgogne et Bordeaux. Et puis, si on resserre la focale, dans le temps, nos deux territoires, Saint-Émilion, le Saint-Émilion et la Bourgogne, ont accédé respectivement à ce qu'on appelle le classement au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, au titre des paysages culturels et ou des biens culturels, je crois, pour la Bourgogne. Alors, le paysage viticole de Saint-Émilion, de notre Saint-Émilion, a été précurseur, puisqu'il est classé depuis 1999, dans la première vague de ce type de classement. Et pour les climats de Bourgogne, il a fallu attendre 2015, à l'issue d'une longue démarche entamée en 2006 et qui a mobilisé massivement, d'après ce que je sais, les acteurs du territoire. Alors simplement, je dirais que la comparaison de taille des territoires dans l'espace nous écrase un petit peu, parce que ici, c'est 8 communes, simplement 8 communes qui sont classées, qui correspondent d'ailleurs à la juridiction historique et administrative de Saint-Émilion, qui a été créée en 1289 par Édouard Ier d'Angleterre, et qui a servi aussi à délimiter le classement de nos AOC Saint-Émilion et Saint-Émilion Grande Crue dans les années 1930. En Bourgogne, on a 60 km entre Dijon et Chassagne-Montrachet, 60 km du nord au sud, en gros, 140 villages et villes qui sont concernées, et les 1247 climats de Bourgogne qui entrent dans ce classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le climat, bien sûr, du village. Alors simplement, je dirais que si cette reconnaissance est un privilège pour nos deux régions, qui a été gagnée par le travail opiniâtre et inspiré des générations précédentes pour modeler nos paysages, nous savons en Bourgogne, comme à Saint-Émilion, qui nous donne le devoir de toujours sauvegarder, de toujours mieux sauvegarder et valoriser ces paysages. Voilà, alors ce soir, nous avons le plaisir, M. Lucas, de vous accueillir en qualité d'historien, qui consacre beaucoup de son travail de recherche et d'enseignement à la vigne et au vin. Alors, à l'Université de Dijon, vous enseignez au sein de l'Institut universitaire de la vigne et du vin, Lyon, l'histoire du commerce du vin. D'ailleurs, vous avez fait un magnifique ouvrage sur le commerce des vins de Bourgogne du XIXe siècle à nos jours, qui est publié aux éditions Ferré de Bordeaux, bien connu. Et vous dispensez aussi un enseignement d'histoire politique et sociale de l'Europe aux étudiants du campus de Sciences Po Paris, qui est détaché sur l'Université de Dijon. Sur le vin, vous êtes auteur de nombreux articles et ouvrages, et votre prochain ouvrage sortira en mars. Le titre, Le vin et la guerre, comment les nazis ont fait main basse sur le vignoble français. Un sujet, je pense, assez passionnant. Ça sera chez Laurent Collin. Alors, ce soir, nous allons reculer dans une guerre, puisque nous allons revenir à la Première Guerre mondiale, et nous allons vous écouter sur le thème de votre étude précédente, qui a été publiée également, et qui est donc le Pinard du Poilu, une histoire du vin en France durant la Grande Guerre 1914-1918. Alors, normalement, on a la librairie Fond-Livre qui devrait être là. J'espère qu'il va y avoir... Ah, elle est là, pardon, je ne sais pas vu, excusez-moi. Donc, vous pourrez, si vous le souhaitez, après la conférence, si vous souhaitez partir avec l'ouvrage qui porte le nom de la conférence et dédicacé par M. Lucas, la librairie Fond-Livre sera à votre disposition. Nous vous écoutons, nous vous remercions. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, écoutez, permettez-moi de vous dire tout d'abord tout le plaisir et l'honneur que j'ai d'être reçu parmi vous ce soir à Saint-Émilion. C'est un plaisir d'autant plus partagé, effectivement, vous l'avez dit, que ce matin même, nous partions de Gevrey-Chambertin pour atteindre Saint-Émilion, donc évidemment les liens sont directs, vous le verrez tout à l'heure. À travers cette conférence, je ne vais pas vous parler de vin aussi prestigieux ni aussi honorable que cela à travers l'histoire, mais le décalage, vous verrez, quand même nous fait réfléchir sur nos vignobles respectifs. Moi, je voulais
vous remercier en tout cas pour le magnifique accueil que vous m'avez offert ici à Saint-Émilion, et je voulais saluer évidemment vous tous et tous les membres et adhérents de votre Société d'Histoire et d'Archéologie pour le travail et pour les ouvrages et surtout le calendrier que vous offrez à tous vos membres et à tous les habitants, donc bravo à tous. Effectivement, ce soir je vais vous parler d'une histoire qui est relativement étonnante, qui paraît être très connue et qui ne l'est en réalité pas beaucoup, parce que lorsqu'on parle du pinard, un mot qui est passé dans le langage commun, que presque tout le monde utilise pour signifier finalement un vin un peu rude, un peu grossier, qui se détache très largement des grands crus que nous connaissons ici dans le Bordelais et à Saint-Émilion, eh bien, on parle de quelque chose qui a été assez peu traité par les historiens d'une façon générale. Donc le vin et la guerre, et le vin et la Grande Guerre en particulier, eh bien, ont été peu ou pas traités par les historiens jusqu'à nos jours. Ça peut vous sembler assez étonnant, mais si vous compulsez des ouvrages touchant à la Grande Guerre, vous trouverez quelques anecdotes sur le pinard, mais jamais d'études véritablement accomplies, d'études scientifiques par les historiens. Et si vous vous plongez dans des ouvrages de référence sur la Première Guerre mondiale, eh bien vous trouverez très peu de choses sur le vin, sur les boissons en général et même sur la nourriture. Ça peut paraître assez étonnant, mais pendant très longtemps, les historiens se sont relativement désintéressés de ce sujet. Et si je prends tout simplement le dictionnaire de la Grande Guerre qui fait référence aujourd'hui, dirigé par Stéphane Audouin-Rousseau et Annette Becker, eh bien, il n'y a aucun article sur le pinard, rien sur le vin et quasiment rien en fait sur la nourriture, à croire que les hommes, durant la Grande Guerre, ne buvaient pas, et à croire surtout qu'ils ne mangeaient pas, et que leur vie quotidienne, eh bien, c'était d'attendre et de se battre. Et non, il y avait une vie quotidienne autre, et le vin, je vais essayer de vous le montrer et de vous le démontrer, a pris évidemment une place tout à fait spectaculaire dans ce conflit. Alors l'enquête, eh bien l'enquête, ça a été celle que j'ai menée pour essayer de construire finalement cette étude qui vous est proposée en résumé ce soir. J'ai travaillé avec des masses d'archives qui existent. Ce sont des archives publiques d'abord, les archives du ministère de la Défense, qui sont des archives assez étonnantes sur la Grande Guerre et qui traitent notamment de la vie quotidienne des soldats, de la distribution du pinard aux hommes pendant ces années de guerre. Ces archives, elles sont aussi utiles à travers les archives privées, par exemple les archives des domaines, des maisons, des vignobles dans leur ensemble, qui sont encore aujourd'hui existants, dans un certain nombre en tout cas de vignobles français. Et j'ai eu le plaisir de travailler avec des domaines et des acteurs vitivinicoles aujourd'hui en Bourgogne, en Champagne et dans le Bordelais. Et puis le récit qui restait à construire, c'est un récit qui a été longtemps empreint en fait de folklorisme, parce que longtemps, lorsqu'on parlait du pinard et du vin en général, eh bien c'était pour finalement le tourner en dérision, ou en tout cas multiplier les anecdotes et les exemples assez humoristiques sur, vous allez le voir, quelque chose qui est au-delà, assez stratégique, parce qu'il est au cœur, bien sûr, de la pensée militaire de l'époque. Alors, tout cela a été résumé dans un petit ouvrage, j'en profite quand même pour le glisser, qui s'appelle Le Pinard des Poilus, et j'ai eu le plaisir et l'honneur l'année dernière de recevoir le prix de l'Organisation internationale de la vigne et du vin sur ce sujet. Je voulais amorcer mon propos à travers ce texte que je vais lire avec vous, qui s'appelle « Hommage au vin », et qui débute par « De tous les envois faits aux armées au cours de la guerre, le vin était assurément le plus attendu, le plus apprécié du soldat. Pour se procurer du pinard, le poilu bravait les périls, défiait les obus, narguait les gendarmes. Le ravitaillement en vin prenait à ses yeux une importance presque égale à celle du ravitaillement en munitions. Le vin a été pour les combattants le stimulant bienfaisant des forces morales comme des forces physiques. Ainsi a-t-il largement concouru à sa manière à la victoire. » Eh bien, ce texte, Hommage au vin, est l'un des textes les plus célèbres sur le vin durant les années 30. Il date de 1935 et il a été signé par le plus grand ou l'un des plus grands officiers évidemment supérieurs de la Première Guerre mondiale et qui est le personnage connu et reconnu durant l'entre-deux-guerres évidemment, le maréchal Pétain, qui signe ici un texte tout à fait exceptionnel sur la place que lui a perçue concernant le vin, le pinard,
durant la Grande Guerre. Alors évidemment, s'il est signé du 27 juillet 1935, ça n'est pas anodin, c'est que nos vignobles en 1935, vous le savez, sont dans un contexte tout à fait particulier et où la crise du vin à cette époque frappe très durement les domaines. Il s'agit donc de porter cette nouvelle image du vin dans l'entre-deux-guerres. Si on se réfère sur l'image de ce pinard durant la guerre, eh bien, on retrouve évidemment une propagande tout à fait intense, et c'est celle qui finalement surgit le plus et le plus vite des archives que l'on peut compulser sur la Grande Guerre. C'est cette multitude de documents iconographiques, de cartes postales, d'affiches en tout genre, d'articles qui concernent le pinard et qui, à chaque fois, montrent le pinard dans une position très avantageuse qui ragaillardit les forces des soldats. Vous voyez cette carte qui date de 1915 et qui rappelle la place du pinard de façon là encore humoristique, comme je l'ai dit, avec la tente du pinard et puis le pinard qui tue le cafard. Les jeux de mots de l'époque ne manquent pas et on va faire rimer ce pinard avec beaucoup de choses, vous allez le voir. Autre carte postale que je vous propose, 1914 cette fois-ci. Vous voyez une carte postale qui met en scène quand même, alors là on est au cœur de la propagande de l'époque, qui met en scène des soldats à l'arrière, dans l'attente du combat, qui jouent, qui se divertissent, et puis aussi qui boivent une petite rasade dans le quart du pinard que vous voyez en arrière-plan ici, et qui est servi, vous voyez, avec bonheur et avec joie. On le voit sur le visage de ce soldat. Ici, on est vraiment dans une mise en scène assez exceptionnelle qui traduit un petit peu la position que va prendre la propagande sur le pinard durant cette époque. Regardez cette deuxième carte postale, tout aussi spectaculaire, mais sans doute beaucoup plus connue encore que la première. Saint-Pinard, descendez en nous, embrassez notre cœur et vos feux de vos feux les plus doux. Et vous voyez ici, voilà, Saint-Émilion et Pommard, une bouteille du Bordelais et une de Bourgogne. Et ce visage ragaillardi, vous voyez, du poilu, qui, à l'aide de sa gourde, ici, se désaltère avec envie. Et là, on est dans une scène, évidemment, portée par la propagande et que l'on va retrouver pendant toute la guerre, sous cette forme. Évidemment, on imagine mal qu'il y ait du Saint-Émilion ou du Pommard dans la gourde de ce soldat. Poilu n'en fait pas que désires-tu. Et vous voyez ici une association qui est toujours faite entre le vin durant la Grande Guerre et puis le tabac, autre plaisir sans cesse porté durant la Grande Guerre, et l'amour, c'est la pensée ici qui est mise en avant. Donc on aura toujours le cœur enflammé, la pensée, le vin, le tabac, qui sont conjugués dans la propagande de l'époque comme étant des plaisirs partagés que le poilu recherche quotidiennement. Et ça, on va le retrouver dans des centaines et des centaines de cartes postales et documents iconographiques de cette époque. Alors, je vous en propose quelques autres, vous allez voir, c'est assez amusant. Le système D, le fameux système D brouille, hein, qui est un terme qui apparaît d'ailleurs à cette époque, où on voit souvent dans la presse, sur des cartes postales, des poilus, des brouillards, qui vont dénicher du pinard là où ils se trouvent et qui passent une partie d'ailleurs de leur journée à penser au pinard, à vouloir du pinard. Et ça, c'est quelque chose qui est très largement mis en scène dans la presse et à travers les cartes postales. Autre exemple, vous le voyez ici, l'association encore avec la femme, avec l'amour. Versez au porteur de ce bon 1 litre de pinard, est-il écrit. Et vous avez Banque Noé Père et Bacchus Fils, rue du Pot de Vin, Cuitopolis. Vous voyez l'humour de cette époque, hein, c'est un humour assez particulier, hein, avec des jeux de mots qui ne sont pas toujours très fins, mais bon, ça fait beaucoup rire à cette époque. Bien tassé, dit le poilu, à la belle qui le sert. Autre exemple encore, vive le pinard qui ravigote, mais n'oubliez pas que son achat vide nos poches. On verra le rapport entre le pinard évidemment et la solde du poilu. Voilà, même association ici, vous la retrouvez, la petite femme de l'agneau et du pinard, et on verra l'association entre vin et alcool qui est assez particulière également durant cet épisode tragique de la Grande Guerre. Vous voyez l'aspect tragique, l'aspect meurtrier ici n'est évidemment pas retranscrit à travers cette propagande.
Autre exemple, la carte des vins. Alors là, on a une collection complète de la carte des vins déclinée. Je vous en propose une en particulier avec cette belle voilà, assise à califourchon sur le quart du poilu. Voilà des cartes postales qui étaient très largement diffusées dans la correspondance de l'époque. De la même façon, la reine du Pinard ici. Là, nous sommes en 1916 sur ce document. Un autre document encore, ce que l'on a et ce que l'on n'a pas. Vive le Pinard, l'amour et la bouffarde, bien entendu, pour le tabac. Je t'aime, gâcheur, je t'adore. Et vous voyez cette obsédante déclinaison et association entre le Pinard et les plaisirs. Ici, des canons, des munitions, vous la connaissez celle-ci puisqu'elle était sur le programme. Avec ça, on va pouvoir faire un bon tir d'arrosage, des canons, des munitions, l'association est vite faite ici. Le colis sur le front, bien sûr, avec la bouteille en bonne place dans cette petite caisse ici. Et vous voyez, alors on pourrait comme ça diffuser des centaines et des centaines de documents, mais c'est pour bien vous faire comprendre en fait toute l'importance qu'a eu cette propagande pour diffuser ce que j'appelais tout à l'heure la dimension quasi folklorique, humoristique, qui a été très très présente dans les discours propagandistes de l'époque. Voilà, la presse n'est pas en reste, car la presse de l'époque retranscrit aussi beaucoup l'obsédante présence du Pinard. Ici le rire, devenu le rire rouge durant la Grande Guerre, et qui décline bon nombre de ses numéros sur le repas, la nourriture et les boissons, en particulier sur le vin. Et on le retrouve ici avec, vous voyez, l'un des poilus très ragaillardi, sans doute par sa rasade de bon vin rouge, et pour réchauffer le moral et le physique. Voilà. Et puis beaucoup de petits textes d'humour, là aussi, 1916, ici pour ces petits documents de presse, hein, que j'ai simplement découpé et retiré ici de documents de presse de l'époque. Voilà, passe mon vieux, le Pinard avant tout, etc. Et ça, on va le retrouver systématiquement dans la presse de l'époque, intercalé parfois dans des annonces beaucoup plus sérieuses de la vie sur le front, ou du déroulement des combats sur le front. Voilà. La Baïonnette, célèbre journal de l'époque, titre en 1916, sur un numéro spécial sur le Pinard, donc vous voyez la couverture ici. Donc c'est un numéro de 24 pages, entièrement consacré au Pinard des poilus, 1916, et vous voyez cette une ici, très humoristique, hein, avec ce dessin de Marcel Capi, qui met en avant des poilus, là aussi plutôt bien contents d'eux, avec cette belle bouteille au premier plan. La presse étrangère n'est pas en reste, c'est-à-dire que quand on se plonge, notamment dans la presse britannique et américaine, sur le regard que les journalistes de cette époque avaient sur les soldats français, sur le déroulement de la guerre, eh bien on trouve un certain nombre d'articles entièrement consacrés sur le Pinard. Et ce qui étonne beaucoup nos amis britanniques et américains, c'est qu'est-ce qu'ils boivent comme vin ces soldats français et cette obsédante présence du vin dans la culture française et qui est sans cesse avancée. Alors ici c'est tiré, une petite image tirée du pillage des caves de Champagne avec ce fantassin français qui sans doute va se venger violemment contre les teutons en train de s'aborder comme ça cette cave. Vous retrouvez une autre image qui est très célèbre, celle-ci, une célèbre photographie de la presse britannique, où vous voyez ici la cantinière servir à l'arrière du front des poilus venus ici acheter quelques litres au passage. Ils boivent un petit coup. Voilà, les chansons ne sont pas en reste non plus, donc vous voyez, il y a comme ça un univers tout entier qui se crée à partir de 1914, et bien sûr parmi les plus célèbres chansons sur le Pinard, vous avez la Madelon. Alors la Madelon ne date pas spécifiquement de la Première Guerre mondiale, puisque cette chanson a été écrite au printemps 1914. En revanche, sa renommée et sa diffusion datent bien du début de la guerre, et notamment de l'automne 1914. Vous voyez le texte, fort connu bien sûr, et ses déclinaisons à travers une multitude de documents iconographiques, dont les cartes postales, qui étaient quand même l'élément de base pour la correspondance des poilus à cette époque à partir des tranchées. Donc Charles-Joseph Pasquier, dit Bac, avec les paroles de Louis Bousquet,
décliné parfois en pièces de théâtre. Vous savez, le fameux théâtre de front, hein, qui était les petites pièces de théâtre jouées à proximité des hommes, sur le front, parfois très très proche des zones de guerre, et qui étaient déclinées aussi en pièces dédiées aux poilus et dédiées bien sûr aux pinards. Voilà, je passe très vite parce qu'on pourrait ici diffuser beaucoup de documents, mais je tenais à sensibiliser d'abord l'aspect propagandiste, et vous voyez, Aude au pinard, ici encore, tiré dans la presse, et les vertus du pinard, encore une fois, avec ces comparaisons assez étonnantes, Chambertin, Sauternes, vous voyez, un petit Bordeaux blanc en effrétillant, un coup d'Aramon, ça vous remet d'aplomb. Vous voyez les jeux de mots de cette époque ici qui sont mis en exergue de façon assez humoristique. Voilà, les vertus du pinard. Ici, ce qui est très amusant, c'est d'associer le mot pinard avec les vins qui sont nommés en dessous. Voilà, ici, on a généralisé quand même. Hein, on a largement généralisé. Puis la cantinière. Alors, cette carte, elle est amusante. Je ne vous ai pas montré les dos des cartes avec le complément. On en parlera tout à l'heure de ce qu'écrivaient les poilus au dos de ces cartes. Ici, quand même, on a un poilu qui a ajouté « C'est bon, hein, vive le pinard hein ». Il a rajouté ça quand même sur le devant de la carte avec cette cantinière qui donne le biberon du pinard à ces deux poilus assoiffés. Voilà, cette propagande, vous l'avez compris, elle tranche avec la réalité de l'horreur de cette guerre qui est une brutalisation des corps et des esprits sans précédent dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire des guerres et des conflits. Bien évidemment, cette brutalisation, elle nous permet de dire que le pinard n'a pas été, dans ces circonstances, une boisson tout à fait anodine, puisque pour la première fois de l'histoire, nous avons une boisson alcoolisée qui est distribuée dans des proportions tout à fait industrielles à une armée en campagne en temps de guerre. Et ça n'était jamais arrivé de l'histoire. Et donc, on avait distribué du vin dans la grande armée de Napoléon, on avait distribué du vin dans les campagnes coloniales, le maréchal Lyautey, général Lyautey, avait fait distribuer du vin dans ces campagnes du Maroc à ses hommes, mais jamais dans les proportions et avec la planification et la coordination qui va s'emparer évidemment de l'état-major durant la Grande Guerre. Donc c'est quelque chose de tout à fait inédit et sur lequel il s'agit de se pencher. D'abord, un petit rappel sur le contexte, parce que c'est le contexte qui détermine ce qui va se passer. En 1914, vous le savez, le 1er août, c'est la mobilisation générale. Le 2, l'état de siège est déclaré dans tout le pays. Et puis le 3 août, c'est la déclaration de guerre du Reich à la France. La mobilisation est alors générale et des centaines de milliers, bientôt des millions d'hommes vont être arrachés pour la plupart à leur campagne et à leur vie traditionnelle de campagne pour être envoyés en quelques semaines sur le front. Des conditions absolument inimaginables et qu'ils n'avaient jamais pu anticiper dans leur vie. Le déroulement de la guerre, il est marqué par cet épisode de l'été 1914 et du mois d'août 1914 avec la mobilisation et la ruée, vous le voyez sur cette photographie, des hommes convoqués d'abord, pressés dans les gares et envoyés sur les lieux de garnison où ils vont être hâtivement habillés, équipés et expédiés. Et tout ça se fait dans des proportions énormes, mais surtout avec une rapidité, un calendrier qui est tout à fait spectaculaire pour l'époque. L'un des rapports que j'ai trouvé dans les archives du ministère de la Guerre souligne, vous voyez, 5 septembre 1914, souligne qu'au moment du départ des réservistes, on si bien bu que dans certains régiments, les hommes sont arrivés dans un état affreux, dans un dépôt d'un de nos grands ports de guerre, où l'on était à chaque instant obligé d'appeler les hommes de garde pour maîtriser et ligoter des soldats pris d'accès de délirium tremens ou de rage folle causée par l'alcool. Il ajoute, on en mettait dans des cellules ou dans des cabanons, mais il y en avait tant qu'il fallait les lier sur leur lit pour les mettre hors d'état de nuire. Un jeune soldat m'a affirmé qu'en une seule nuit, il en avait compté 100 ainsi ligotés. C'est un rapport du ministère de l'Intérieur fait par un inspecteur des services d'État de l'époque.
Et c'est un rapport confidentiel secret qui remonte directement au ministère et à l'état-major pour souligner qu'il y a quand même quelques petits problèmes dans ces réservistes qui semblent, avant de regagner leur rang, parfois être distraits dans des scènes de débauche et de consommation alcoolique qui sont quand même assez préoccupantes. Voilà ce que souligne ce rapport. Il faut se rappeler, pour replonger évidemment dans le contexte de l'époque, qu'au début du mois de septembre 1914, la France échappe de très très peu à la défaite totale. Vous savez que dans le seul mois d'août 1914, l'armée française a subi des désastres comme jamais elle n'en a subi dans toute son histoire. Les pertes approchent les 300 000 hommes au début du mois de septembre, c'est-à-dire des proportions qui sont tout à fait stupéfiantes, avec une explication très simple, vous savez, c'est l'incapacité de l'état-major, on va le dire comme ça, à pouvoir anticiper et prévoir en réalité une guerre industrielle moderne d'un nouveau type. Et l'obsédante tactique de l'état-major et notamment du général Joffre, basée presque exclusivement sur l'assaut, puisque la tactique de l'époque dans l'armée française c'est l'assaut, c'est droit devant. Et cela explique évidemment les pertes terrifiantes que l'armée française a notamment subies en Lorraine, où des dizaines, puis des centaines de milliers d'hommes vont être fauchés en quelques jours par l'artillerie et les mitrailleuses adverses, souvent dans des champs découverts, sans aucune préoccupation en fait, de combat. Durant l'ensemble de la Grande Guerre, vous le savez, près de 90% des morts seront tués sans avoir vu l'ennemi. Donc il faut se replacer dans ce contexte, c'est-à-dire que les gens sont tués pour la plupart en coup direct, et pour la plupart ils sont tués au moment de l'assaut, sans avoir même pu atteindre ou voir les lignes adverses. Donc on est dans une guerre d'un nouveau type qui n'a rien à voir avec les guerres précédentes, et qui est quand même stratégiquement toujours basée sur l'assaut, la chevauchée, ce que Joffre appelle la furia francese, c'est l'idée qu'on va dépasser l'adversaire par l'héroïsme et la force française sera toujours culturellement supérieure. Et vous voyez qu'on est dans des conceptions qui sont quand même tout à fait particulières, mais qui expliquent bien le niveau meurtrier en fait, des premières semaines de combat. La France aurait dû perdre la guerre fin août 1914 dans les faits. Donc l'assaut, vous voyez ici une photographie de simulacre d'assaut. Là, on est dans des répétitions organisées par l'état-major et par le commandement. Et là, on est bien dans une illustration parfaite de ce qui se passe, c'est-à-dire ce qui est demandé aux hommes, c'est d'aller droit devant. Et on le retrouve très bien d'ailleurs dans les règlements et les cadres de discipline militaire, où il est très détaillé sur les fantassins notamment, leur façon de combattre. Le fantassin a interdiction de reculer, il doit avancer droit devant, lorsqu'il n'a plus de munitions, il charge à la baïonnette, tout recul est considéré comme une désertion. Enfin, vous avez un cadre qui est extrêmement strict, et l'état-major, le commandement, parle à l'époque de dressage des hommes. On a un vocabulaire très spécifique, les fantassins sont dressés, et ils sont dressés à l'assaut, et pas au recul. Alors, avant la guerre de position, avec la guerre de position, pardon, la question du ravitaillement va devenir une question évidemment tout à fait stratégique. À partir du mois de septembre 1914, la guerre de position s'installe progressivement après la deuxième bataille de la Marne. Et la question des vivres devient subitement une priorité stratégique, car cette guerre avait toujours été pensée et analysée comme une guerre courte. Or, elle va devenir plus longue que prévu. L'instruction générale sur l'exécution de la concentration, date de 1919, avait été réactualisée par l'instruction du 4 avril 1914, et on avait prévu à cette époque que le front, sur l'Est en tout cas, serait alimenté par 11 lignes ferroviaires pour concentrer un maximum de troupes sur la frontière belge et sur la frontière allemande. Des milliers de tonnes de matériel doivent donc être acheminées vers cette zone de l'Est de la France, où tout ce parti est déjà sous contrôle de l'ennemi, et des marchandises doivent parvenir sur le front en quantité tout à fait inimaginable. Alors dans ces marchandises, il y a des armements, évidemment, des munitions, des carburants, des véhicules, des chevaux.
des matériels ordinaires, des vêtements, des vivres. Tout ça, il va falloir l'organiser avec une logistique, vous vous en doutez, qui dépasse en fait les moyens de l'époque, hein, parce que ça n'avait pas été prévu, tout simplement. Alors le dernier mot est très intéressant, c'est le mot vivre, parce que projeter plus de 3 millions d'hommes sur un front, sur un quart du pays à l'Est, eh bien ça s'organise, et surtout les hommes, eh bien, il faut les faire manger, et il faut les faire boire. Alors pour les vivres, les instructions sont très claires, elles distinguent la ration dite de réserve, la ration normale et la ration forte pour les hommes au combat ou en opération sur le front direct. La nature des denrées, elle est réglementée là aussi, donc ça c'est prévu. Depuis l'instruction de 1914, il est prévu que la ration doit inclure obligatoirement du pain. Alors la plupart du temps c'est du pain de guerre, vous savez, le fameux pain caca, hein, Kaiserlich ou Königlich, hein, c'est le pain dit pain autrichien en fait, hein, le pain dur comme de la pierre. Et puis la viande, souvent c'est de la viande de conserve, hein, que les poilus vont très vite surnommer le singe. Et puis le potage salé, légumes secs, riz, sel, sucre, chocolat, parfois, lard, saindoux, graisse. Voilà, alors tout ça, ce sont les éléments de base. Ensuite, ça va se perfectionner, ça va s'améliorer. Ce qu'on remarque très vite, c'est que dans les rangs de l'armée française, les rations alimentaires sont plutôt bonnes, plutôt bien acheminées, et qu'on mange plutôt très bien dans l'armée française, beaucoup moins bien dans les armées étrangères, et notamment dans l'armée allemande. Vous voyez ici une photographie, alors là on est justement à la fin d'août 1914 avec des fantassins qui sont ici éloignés du front et qui déjeunent. L'instruction du 2 avril 1914, toujours elle, eh bien, elle prévoit un aliment dit liquide pour les troupes, là aussi, une ration liquide qui est un droit pour les troupes convoquées, et un supplément extraordinaire dans les autres cas. Alors qu'est-ce que c'est que la ration liquide? Eh bien elle est prévue, elle est intégrée à la ration normale. La nature des liquides sont prévus dans les textes. Il s'agit du café torréfié, café vert, bière ou cidre, eau de vie ou rhum et vin. Donc vous voyez, on a décliné comme ça l'éventail de ce qui était autorisé à distribuer aux hommes sur cette période de guerre. Alors la différence, vous l'avez compris, c'est que du café, on n'en a pas des quantités astronomiques et ça va être très compliqué d'acheminer suffisamment de café pour les hommes. La bière et le cidre, on en reparlera tout à l'heure, c'est compliqué là aussi dans la conservation, dans le transport, dans la distribution. Eau de vie ou rhum, la distribution sera faite, mais les quantités ne sont pas à la hauteur du nombre d'hommes sur le front. En revanche, le vin, bah voilà un aliment liquide que le pays a en quantité importante et qu'il va pouvoir distribuer abondamment. Les aliments liquides font l'objet d'une attention constante parce que l'obsédante préoccupation de l'état-major à cette époque, c'est l'empoisonnement. Et donc, on est extrêmement attentif aux rations alimentaires et aux rations liquides en particulier. La terreur, si vous voulez, de l'état-major à cette époque, c'est que des espions allemands puissent s'infiltrer à l'arrière des troupes et puissent distiller des poisons dans des rations de soldats. Donc, on a la chance d'avoir beaucoup de bulletins d'analyse. Alors ici, je l'ai réduit, hein, je ne vous fournis pas le bulletin d'analyse scientifique du PINAR. Sauf que c'est une chance pour nous, c'est que ce pinard qui a été distribué pendant près de 5 ans, eh bien, il est sans cesse analysé, bu, vérifié, contrôlé, justement parce qu'on ne veut pas que les hommes tombent malades et surtout pas, évidemment, qu'ils soient empoisonnés. Vous voyez, bulletin d'analyse 5 avril 1915, c'est un exemple, échantillon d'un type du 92e régiment d'infanterie territoriale prélevé le 20 mars 1915, couleur rouge, aspect trouble, goût légèrement astringent, amer, mauvais goût, titre alcoolique 8 degrés 3. Conclusion, suspicion de vinage ou de mouillage. Et ensuite, vous avez le tampon, bon pour le service, le vin est distribué. Là, vous avez la définition même de ce qu'on appelle le pinard. C'est un vin rouge, un peu grossier, qui a un goût variable. Tout dépend en fait de sa cuvée. C'est un vin d'assemblage voilà, multiple et varié. Et c'est un vin faiblement titré, en général entre 8 et 9 degrés. Voilà, on est vraiment dans le type de vin qui est distribué quotidiennement aux hommes. Alors, les hommes s'en plaignent finalement relativement peu de ce vin, d'abord parce que pour la plupart d'entre eux, c'est ce qu'ils avaient l'habitude de boire. Un vin faiblement titré,
Bon, c'est pas formidable, hein, on n'est pas dans des crus d'élite, mais pour voilà, un Français moyen, normal de cette époque, un 25 millions ou un Chambertin, c'est quelque chose de totalement inaccessible. Et en tout cas, ça ne fait pas partie de son repas quotidien. Donc on est dans des vins qui sont tout à fait considérés comme acceptables. Et moi, je retrouve assez peu de traces de plaintes en fait sur le vin, sauf on le verra sur la période 1916 où les choses vont devenir un petit peu plus compliquées dans l'approvisionnement. Donc le vin devient, dès le mois de septembre-octobre 1914, une boisson de masse dans un contexte où évidemment, ça n'est pas un aliment comme les autres. Pourquoi? Parce que le vin est considéré à cette époque comme offrant une valeur énergétique totalement hors du commun, valeur énergétique mais aussi valeur morale. Et évidemment ça, tous les Français le savent depuis longtemps, depuis la petite enfance, à travers leur famille, à travers leur éducation. D'abord parce que le vin il identifie la France à cette époque, beaucoup plus encore qu'aujourd'hui. Le vin est omniprésent. Des millions de personnes travaillent directement ou indirectement dans la filière vitivinicole en France. Et puis, les vignobles, les vignerons sont présents dans de très nombreuses régions. Et puis, le vin est enseigné dans les classes, dès l'école primaire, à travers la géographie, par exemple, où des cartes sont proposées avec les lieux de production. Et on apprend la géographie à travers aussi celle des vignobles de France. Vous voyez que cette carte très amusante, carte historique, Vidal de la Plage, voilà, qui a pu être postérieure, parce que ces cartes vont évidemment marquer l'éducation pendant très longtemps. Et vous voyez, toutes les importations et les exportations de vin sont même signifiées ici sur les ports et les différentes zones de France. Le vin s'affirme aussi, et d'abord, comme une boisson hygiénique, et c'est le terme qui est sans cesse utilisé pour définir cette boisson. Le vin est une boisson saine et hygiénique, disait Pasteur, et ça se retrouve dans cette planche d'instruction publique du début du XXe siècle, ici, où on fait bien la part des choses entre l'alcool industriel et les bonnes boissons hygiéniques et naturelles. Et vous voyez que le vin est associé au poiré, au cidre et à la bière. Le vin de raisin est dit sain, il est bon, et il n'est jamais comparé et assimilé à de l'alcool industriel. Vous voyez ici d'ailleurs la petite expérience qui est menée avec un cobaye, avec un hamster, en bas à gauche et en bas à droite. Cette expérience a bien eu lieu au début du siècle. Elle a été menée par l'Académie de médecine de Montpellier. Et on fait ingérer du vin de raisin à un hamster. Il est marqué ici en tout petit qu'après quelques moments d'étourdissement, l'animal se porte très bien. Et puis sur la partie de droite, eh bien, il ingère là de l'alcool industriel. Et là, il est indiqué que le cobaye, après une crise d'épilepsie, meurt brutalement. Donc l'affaire est faite. Vous voyez le cerveau atrophié d'un côté, alors que avant l'alcoolisme, l'homme qui se désaltère avec des boissons saines et hygiéniques se porte merveilleusement bien. Ça fait partie, si vous voulez, de l'univers culturel et mental de tous les Français à cette époque, bien sûr. L'alcool, c'est l'ennemi. Et derrière le mot ennemi, vous comprenez bien qu'il y a l'ennemi historique désormais de la France, qui est le Bosch, et vous comprenez bien que dans ce clivage vin naturel et alcool industriel, vous avez bien le clivage vin de France et les schnapps, les vermouths et tous les alcools qui définissent en fait l'Allemagne et qui sont largement dénoncés ici comme étant de bas avatars détériorant la culture et la civilisation. Voilà. Ici, j'ai tiré ce sommaire de Mon Docteur le Vin, qui est un ouvrage postérieur, 1934, mais qui déjà reconnaît ce qu'on lit et ce qu'on pense aussi. Vous voyez, encore dans les années 30, longtemps après la Première Guerre mondiale. Mon Docteur le Vin, c'est un best-seller à cette époque. Vous voyez, rien que le sommaire nous annonce un peu la couleur. Voilà, le vin est doué absolument de tous les bienfaits, toutes les capacités contre l'obésité, la jeunesse, l'esthétique, les artistes, indispensable aux sportifs, contre le diabète. Et donc évidemment, il serait terrible de ne pas boire du vin. L'Académie de médecine de Paris à l'époque dit que jusqu'à 1 litre par personne et par jour, voilà, c'est très bien. Alors au-delà, c'est possible.
avec modération, c'est entre 1 litre et 2 litres, pas davantage. Et vous voyez les largesses d'esprit de cette époque. Et là, vous avez le renfort des professeurs de médecine, des académies et des universités qui viennent, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, renforcer ce discours, qui est un discours admis largement à cette époque. Vous voyez, longévité du vin, statistique du docteur Dougnac, ici, toujours tiré de Mon docteur le vin. Et ici, la preuve est faite par la statistique que, évidemment, la longévité des personnes est accrue par la consommation du vin, tout simplement. Et vous avez les chiffres ici, avec, pour la région du Médoc, vous voyez, une longévité bien supérieure à la moyenne nationale, tout simplement parce que dans cette région, en particulier, ce sont les statistiques du maire de Saint-Julien, donc forcément, c'est confirmé. Et donc là, on a la démonstration par la statistique des bienfaits du vin. Et là, vous avez dans ce livre des pages et des pages de démonstration de ce type, qui sont bien sûr reconnues. Voilà, la France routière et kilométrique. Vous voyez cette carte ici, carte Michelin pour conducteurs à automobile, avec sur la face de la carte, eh bien, un petit rappel, le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons. Vous voyez, avant de prendre le volant, n'hésitez pas à boire une bonne bouteille. D'ailleurs, c'est Pasteur qui vous le dit. Les choses sont claires. Et il est indiqué quand même sur cette France kilométrique, vie moyenne, moyenne de la vie humaine, 59 ans pour un buveur d'eau, 65 ans pour un buveur de vin. 87% des centenaires sont des buveurs de vin. Et le vin est le lait des vieillards. Donc, vous voyez ici, c'est pas la guerre qui enfante d'une propagande sur le vin. Elle est là, et le vin est considéré comme tel bien avant la guerre, vous l'avez compris. La carte de droite est beaucoup plus étonnante encore, puisqu'elle met en parallèle le combat contre la terrible maladie de la tuberculose et la consommation du vin. Et la carte suppose que la tuberculose est effroyablement meurtrière là où la population ne consomme pas de vin, c'est-à-dire dans la partie nord, ou alors consomme des alcools de pommes, des choses qui sont évidemment peu propices à la bonne santé. Et il est quand même indiqué, dans les régions où l'on consomme du vin, la tuberculose est moins répandue que dans les autres régions. Signé Dr Jacques Bertillon. Alors le titre est sans commentaire, hein, l'alcoolisme tenu en respect par la consommation du vin. Voilà. Là on est dans des documents, vous voyez, du début du XXe siècle. C'est pour vous repositionner évidemment la place de ce vin dans la culture française de cette époque. Voilà. Ici c'est un peu postérieur, la grande maison algérienne Sénéclose, hein, gigantesque maison, hein, l'une des plus grandes maisons de négoce de France, qui fait un rapport direct ici entre ce que l'état-major va considérer comme un aliment liquide susceptible de remplacer l'aliment solide, puisqu'une bonne bouteille peut très bien remplacer un bon repas, et dans ce cas-là, à quoi bon manger. Hein. Et c'est confirmé, vous voyez, toujours par des sommités scientifiques de médecine qui imposent leur nom pour confirmer la véracité de ces faits. Voilà, je passe très très vite, on va pas perdre davantage de temps là-dessus, mais sachez qu'il existe des centaines et des centaines d'alcools, des vins cuits, des vins d'apéritif à cette époque, tout à fait innombrables, parce que la consommation de vin et d'alcool en France à cette époque est tout à fait spectaculaire, hein, c'est le record mondial, et vous avez beaucoup de vins apéritifs qui sont très largement dégustés, dans les auberges, dans les brasseries, dans les cabarets et dans les multitudes de cafés qui existent à cette époque. Et donc vous avez beaucoup de vins de ce type qui sont considérés comme des vins énergisants, des vins aromatisés, et on en connaît. Bon, la célèbre marque Lillet a démarré comme ça, hein, comme étant des vins aromatisés, vins cuits, les vins de Dr Roger, hein, très célèbre également au début du siècle, Santé, Vigueur, Jeunesse. Champagne de la Bombe, bon, ça c'était autre chose, c'était le petit clin d'œil. Et puis les vins vendus en pharmacie, les vins pharmaceutiques vendus en pharmacie, qui sont souvent des vins cuits, des vins distillés, des vins vidés. Sirop, ça. Pendant la méthode
traitement des enfants. Donc évidemment, ça est possible. Ce sont des fortifiants. Et depuis le 19e siècle, ces fortifiants, avec la révolution industrielle, se sont multipliés en réalité et sont souvent peu ou pas encadrés par des règlements. Donc vous avez un libéralisme à cette époque, du point de vue des règlements, qui vous permet de mettre sur le marché un peu tout et n'importe quoi, avec n'importe quelle publicité. Le plus célèbre, c'est le vin tonique de cola. Et vous savez que le vin Mariani, par exemple, l'ancêtre du Coca-Cola, évidemment, a fait sa réputation et est devenu le vin le plus célèbre du monde à la fin du 19e siècle, sur cette base même de l'idée du vin fortifiant qui guérit des maladies, et y compris des maladies les plus graves et des plus terribles. Voilà, vin tonique, je passe très vite, reconstituant énergétique. Donc on est dans cet état d'esprit, on est dans cette philosophie, j'allais dire. Voilà, le vin Mariani, vous savez, bu par les plus grandes célébrités du monde. Le président des États-Unis lui-même, le président Grant, avait attesté par courrier que le vin Mariani lui avait sauvé la vie. Donc on est dans des choses qui sont quand même assez spectaculaires pour l'époque. Voilà. Voilà, Mariani encore, attesté par le pape lui-même. Tout le monde est obligé de s'incliner. Voilà, et puis les vins de viande, etc. pour le muscler. Tout cela pour vous dire que le quart du poilu qui est offert réglementairement à chaque soldat dès le début de la guerre de 1914, eh bien, suppose des moyens tout à fait exceptionnels, parce qu'il ne suffit pas que le règlement prévoit de distribuer un quart quotidien à chaque homme, mais il va falloir pouvoir l'assurer par la logistique. Pour 0,25 litres de vin par jour et par soldat, il faut prévoir, dès septembre 1914, 2,7 millions d'hectolitres hors ration supplémentaire, pour un coût d'environ 100 millions de francs de 1914-1915, c'est-à-dire pour la seule première campagne qui amorce la Première Guerre mondiale. C'est une somme folle pour l'époque, et surtout les moyens logistiques vont être évidemment nécessaires. Alors le gouvernement estime à cette époque que la seule consommation de la population française civile, c'est 51 millions d'hectolitres, vous voyez, annuels. 51 millions d'hectolitres, ça c'est la population. Plus les près de 3 millions d'hectolitres qui vont être au départ nécessaires pour les hommes, mais vous allez le voir, qui vont se transformer en 10, puis 12, puis 17 millions d'hectolitres pour distribuer aux hommes. On est donc dans des proportions, si vous voulez, totalement folles. Au moment où les fronts se stabilisent, à l'automne 1914, la récolte s'annonce très abondante. C'est une belle récolte, 1914. 66 millions d'hectolitres de vin. On a vu mieux, à la fin du 19e siècle, on a parfois dépassé les 75 millions d'hectolitres, mais on est dans une très grosse récolte. Et évidemment, sur les 66 millions d'hectolitres, il y a près de 10 millions d'hectolitres de vin d'Algérie, par exemple. On a des départements qui sont des départements de grosse production, Languedoc, Roussillon, Algérie. Les trois départements, on est dans des productions qui sont quasi industrielles pour l'époque. Les vins du Midi, d'ailleurs, s'en ressentent dans les prix. On est à cette époque entre 5 et 9 francs l'hectolitre pour les vins du Languedoc. C'est-à-dire que voilà, ce sont des prix incroyablement bas qui poussent les vignerons du Midi dans une misère absolue, bien sûr. Donc vous voyez le lien entre le contexte vitivinicole et l'opportunité créée par la guerre pour la distribution. Cette situation, elle rappelle l'état d'engorgement incroyable que subit le marché vitivinicole français à cette époque. Et depuis plus de 2 décennies, vous savez que le contre-coup de la crise phylloxérique a été un engorgement incroyable du marché français puis européen dans le domaine vitivinicole, avec la replantation de vignobles sur des bases industrielles, avec la replantation à partir de plants à très gros rendement, notamment au Languedoc et en Algérie, et qui a engorgé le marché, écrasé complètement les prix, ruiné des milliers de petits vignerons partout dans le pays. 7 ans plus tôt d'ailleurs, je le dis parce que le contexte est là, c'est la grande révolte du Languedoc, et pas que du Languedoc, le Midi dans son ensemble, une révolte spectaculaire, 1907. Vous savez que la France est au bord de la guerre civile en 1907, et que cette guerre a fait penser aux anciens à
la sécession pardon, de 1870-71, surtout avec la Commune de Paris, hein, et les grandes émeutes de Narbonne, de Montpellier, de Béziers. Et on est 7 ans après cet épisode tragique qui a marqué les esprits et surtout marqué le monde politique qui n'a pas oublié cela. Et puis 3 ans plus tôt, ont éclaté les grandes révoltes de Champagne, cette fois-ci, à la suite de l'échec du classement des délimitations administratives. Le premier modèle de réglementation tenté par l'État a échoué. La révolte en Champagne a été extrêmement dure, elle a été réprimée aussi avec violence, notamment dans l'Aube, par l'armée qui a tiré sur la foule et sur les vignerons. Et tout cela s'est encore inscrit, si vous voulez, durablement dans les esprits. N'oubliez pas aussi qu'au combat pendant la Première Guerre mondiale, les régiments sont encore provinciaux et que vous avez des régiments du Midi, que vous avez des régiments de telle et telle région. Et donc on sait, l'état-major sait où placer les régiments par rapport à leurs origines géographiques. Et les régiments du Midi ont été particulièrement positionnés dans des zones très meurtrières. Hein. Et ça, c'est attesté pour les combats les plus violents de Lorraine en particulier. La question vitivinicole donc pose problème à cette époque. Elle pose problème depuis longtemps. Il suffit de parcourir les comptes rendus et les rapports de la Chambre des députés depuis la fin du XIXe siècle. Il n'y a pratiquement pas une séance à la Chambre durant laquelle on ne parle pas du vin. Hein. C'est omniprésent dans les débats politiques de cette époque. L'approvisionnement, eh bien, le ministre de l'Intérieur, Louis Malvy, le prévoit grâce aux offres généreuses du Midi viticole, puisque les premières offres qui viennent des vignobles sont celles du Midi, dont les coopératives unies accordent 200 000 hectolitres pour l'armée française. C'est un don. 200 000 hectolitres pour l'armée française, dont 100 000 hectolitres offerts par les coopératives du département de l'Hérault. Et cette production inattendue qui surgit à l'automne 1914 va permettre les premières distributions en fait, pour le quart du poilu. Le ministre de la Guerre, Alexandre Millerand, engage les mesures alors pour une distribution quotidienne du vin aux armées. Le problème, c'est la faiblesse logistique, il n'y a pas de stock, pas d'entrepôt, pas de moyens de transport de masse, et il va falloir mobiliser des centaines et des centaines de wagons-foudres pour transporter tout ce vin le plus près du front et ensuite le distribuer à proximité à partir de camions automobiles et faire en sorte que les hommes l'aient rapidement sans défection. Sur la première campagne, alors je vais très très vite sur ce petit schéma, sur la première campagne, la distribution est très simple, elle est mise en place par le ministère de la Guerre, vous voyez, à travers le sous-secrétariat d'État au ravitaillement et à l'intendance. Et puis il y a une commission de répartition du service de ravitaillement. Tout cela est coordonné par un service de l'intendance des vins, il s'appelle comme ça, et il est basé à Montpellier. Et ce service des vins, il achète à l'arrière, directement dans les zones viticoles, les productions. Ce sont des achats, en dehors des dons de l'Hérault, à budget direct, par adjudication publique, voire de gré à gré avec des professionnels qui veulent vendre. Voilà. Sur la campagne 1915-1916, l'année suivante, les choses se corsent. Parce que d'abord, la production, vous voyez en bas à gauche, la récolte de 1915 s'effondre, elle tombe à 20,5 millions d'hectolitres. L'année précédente, c'était 66. Vous voyez l'effondrement de la viticulture française ici, et puis 1916, 45 millions d'hectolitres. Donc on est évidemment dans un contexte qui va incroyablement varier à partir de 1916, avec l'explosion de la spéculation, la hausse de la demande, c'est-à-dire au moment où l'État veut distribuer encore plus de vin aux hommes, c'est là où on en aura encore moins. Donc les prix vont être déclarés semi-administrés avec des barèmes, des plafonds, et puis il y aura pour la première fois en 1916 des réquisitions pour 1/5 de tous les stocks, 1/3 ou 1/5 des stocks selon la qualité des vins. Les vins dits fins, qui seront les futurs vins à appellation d'origine à partir de 1919, ne sont pas soumis aux réquisitions. Donc il faudra que des commissions locales désignent les vins fins. Ceux qui sont fins et ceux qui ne le sont pas. En zone des armées, le vin est distribué par ce qu'on appelle des stations-magasins. Ce sont de gigantesques centres de collecte, de concentration, de traitement et de redistribution des vins
Les stations-magasins, à partir de 1915, il y en a 23. Elles sont toutes plus ou moins dans le quart nord-est de la France. Elles sont chargées donc de redistribuer. Ce sont de gigantesques gares de triage, en fait, où on stocke les produits alimentaires et les vins en particulier. Ce sont des chais géants. Et on va traiter les vins dans ces centres pour les redistribuer ensuite. Les stations-magasins distribuent le vin dit de l'intendance. Voilà, ça c'était pour simplement la proximité d'une station-magasin à Dijon, ici la gare rebaptisée Poilu-Palace, et où vous aviez les soldats qui descendaient du front, qui croisaient les soldats qui remontaient sur le front, et qui échangeaient ici autour de quelques bouteilles, ici avant de repartir, le cœur gros pour certains et plein d'espoir pour d'autres. Le vin est également distribué, et c'est la deuxième chose, par des marchands et des négociants. Ça, c'est l'un des aspects assez méconnus de la Grande Guerre. C'est le nombre incroyable de marchands, de négociants qui viennent au contact des hommes sur le front, parfois dans des zones de combat, pour vendre. Et vous avez des milliers, des dizaines de milliers de vendeurs improvisés qui vont venir vendre un peu tout et n'importe quoi, de la paire de chaussettes en passant par le caoutchouc pour abriter de la pluie et la bouteille d'alcool, la bouteille de pinard évidemment, parce que c'est ce qui se vend le mieux. C'est pour contrer ces marchands et ces négociants totalement improvisés et souvent incontrôlables que l'état-major crée en 1916 une nouvelle institution qui s'appelle les camions bazar, qui sont en fait des véhicules militaires, vous en voyez un ici en photo, qui passent à proximité du front pour vendre, pour concurrencer en fait les négociants privés qui viennent vendre aussi sur le front. Et vous voyez cette photo qui est assez spectaculaire, un camion bazar avec les hommes. Alors là on est sans doute à 1 ou 2 km à l'arrière du front, et puis vous avez les hommes qui se précipitent. Et on le voyait sur le gros plan ici, ce qui est distribué ici, ce sont bien des bouteilles qui sont données. Ici, on achète le vin en bouteille, alors que le vin de l'intendance sur le front est débité directement à partir de fûts, de pièces, de tonneaux, dans la gourde des soldats. Donc on distinguera bien les deux. Ça veut dire que, quand je vous parlerai chiffres tout à l'heure, il faudra faire la différence entre vin de l'intendance 1 à 2 litres par jour et par an, vous allez voir, plus ce que le soldat est capable de s'approvisionner en parallèle. Et il pourra toujours s'approvisionner en plus. Voilà. À partir de 1917, l'état-major institue les coopératives d'armée, qui elles aussi vendent du vin. Donc vous voyez, les circuits d'approvisionnement sont multiples, hein, il n'y en a pas un seul. Enfin, les hommes vont s'approvisionner eux-mêmes, on les appelle, on les surnomme les poilus pinardiers. Hein, vous voyez, il y en a un ici parce qu'il a une grappe de gourde tout autour de lui. Et il va, pour les copains, il va 1 ou 2 km à l'arrière, dans un petit village, auprès des cantinières, il va s'approvisionner, il va payer pour tout le monde et il ramène tout ça sur le front pour les copains. Donc vous voyez, les sources d'approvisionnement sont nombreuses et c'est pour ça que c'est très difficile d'avoir le chiffre exact de la consommation globale des hommes sur le front. C'est très compliqué. Voilà, là encore, vous voyez cette carte, hein, sur le front français, poilu faisant la corvée du pinard. Corvée du pinard, une bien belle corvée, hein, où on va chercher les fûts et les pièces à l'arrière pour les ramener. Ici, encore une fois, ce ne sont pas des vins de l'intendance, hein, ce sont des vins que le sergent, le caporal, le sous-officier a demandé de récupérer. Voilà, en Argonne, corvée du pinard, on a 2 poilus pinardiers ici qui ramènent pour les copains. Alors là, il y a un peu de tout, il y a des gourdes, mais il y a aussi des bouteilles, donc ils sont bien chargés pour revenir. Voilà, dans le monde illustré, la corvée du vin, ici qui est illustrée avec des soldats ici, on dirait des zouaves, effectivement. Alors, j'en parlerai tout à l'heure, toutes les unités ne sont pas approvisionnées de la même façon. Vous avez beaucoup d'unités dites indigènes, des unités d'Afrique du Nord, par exemple. Alors, certaines sont approvisionnées en vin, d'autres pas pour des raisons culturelles et religieuses, vous le comprenez. Donc, vous avez des unités assimilées aux unités de la métropole, par exemple les tirailleurs sénégalais, ils ont du pinard, parce que c'est la métropole, le Sénégal. Hein. En revanche, les unités du Maghreb, les unités d'Indochine n'ont pas de vin, hein, pas de pinard. Alors pour les unités indo-chinoises, ça sera du thé. Donc on va s'adapter par rapport aussi à la demande des unités. Voilà. Là aussi, une photo prise à la hâte. Alors la particularité, c'est que l'état-major va, dès le 1er janvier 1915, va instituer 2 jours de fête
pendant toute la guerre, durant lesquelles on aura les rations dites de fête. Et durant les rations de fête, vous voyez la une de l'Excelsior ici, 1er janvier, 14 juillet, ration de fête. Parfois, dans certaines unités, ce sera également le jour de Pâques. Et pour les rations de fête, là, vous avez un approvisionnement exceptionnel qui sera toujours tenu jusqu'au 1er janvier 1919, c'est-à-dire au-delà de la fin de la guerre. Et la ration de fête, c'est une ration exceptionnelle où vous avez une bouteille de vin fin pour 4 hommes. Et là, vous avez la découverte par certains soldats, pour la première fois de leur vie, d'une bouteille hors norme. Les bouteilles de vin fin sont la plupart du temps des bouteilles de champagne. Une bouteille de champagne pour 4 hommes, voire une bouteille de vin fin de Grand Cru de Bordeaux ou de Bourgogne. Et donc on retrouve cela dans les carnets des poilus, dans leur correspondance, où vous avez des poilus qui disent bah, « j'ai bu tel vin ». Et c'est la première fois de sa vie, et il l'a eu le jour d'une ration exceptionnelle de fête. Voilà, la ration de fête, c'est parfois du pain d'épices, c'est une orange, c'est un cigare, ou des cigarettes, etc. Tout ça fait partie. Donc c'est sûr qu'il faut imaginer l'intendance, hein, là encore. Hein, quand l'état-major dit que pour le 1er janvier 1915, il faut une orange par homme, et que vous avez presque 4 millions d'hommes mobilisés, il vous faut 4 millions d'oranges. Et il ne faut pas qu'elles arrivent pas mûres ou trop mûres. Donc il faut imaginer ce que ça représente derrière. C'est impressionnant, et ce qui est impressionnant, c'est que ça fonctionne, c'est-à-dire les livraisons vont toujours être faites. Très tôt, l'état-major sollicite l'augmentation des rations, au fur et à mesure, bien sûr, que la guerre s'enlise et s'aggrave. Urgent, vous voyez ici, quartier général, premier bureau de l'état-major, note pour la direction des armées. Il est écrit urgent. Je vous prie d'examiner s'il est possible d'augmenter l'approvisionnement en vin destiné aux armées. Il serait désirable que ces approvisionnements puissent permettre d'augmenter d'une demi-ration par homme et par jour les distributions. Donc on a des notes très tôt hein, de l'état-major qui demandent d'augmenter les rations en vin. L'abondance de vin crée cette opportunité dès début 1915. Dépêche 219-75 du 14 février courant, elle officialise. Le ministre fait savoir que la ration de vin est portée jusqu'à nouvel ordre à 0,50 litres. On a doublé la ration, donc début 1915. À partir de là, il est ajouté que 0,375 sont fournis gratuitement par l'administration militaire et 0,125 provenant des dons des viticulteurs du Midi. Après épuisement des dons, les envois de vin pourront être continués au même taux, délivrés à titre gratuit ou à titre remboursable. Donc tout ça est très méthodiquement réglé et réglementé. Mais ce qui est intéressant, c'est que les rations peuvent être augmentées si la situation l'exige ou si le général commandant le souhaite. Et ça, c'est très important. Il est écrit ici, regardez, les généraux commandants des armées conservent toute latitude conformément au règlement en vigueur pour prescrire à titre de supplément gratuit toute distribution de vin au taux qu'ils jugent utile. Voilà toute la difficulté pour nous, c'est-à-dire que selon l'armée dans laquelle vous serez intégré et selon évidemment le commandement, eh bien les boissons ne seront pas les mêmes et les quantités non plus. Or, chaque général va avoir une latitude totale pour concentrer et stocker des vins et les distribuer à des moments qu'il jugera propices. Vous comprenez lesquels. Ils savent que jusqu'à nouvel ordre, ils peuvent disposer dans leur station-magasin, etc., etc. Directive du général Joffre. Le doublement de la ration en février 1915 crée une rupture gigantesque dans les services de l'intendance, on ne suit plus. D'abord parce que la saturation des transports est complète. Il faut 15 000 hectolitres de vin par jour, 200 wagons-food, ça fait 5,5 millions d'hectolitres par an, 75 000 wagons-food. Ça veut dire que le vin est déclaré dès lors produit stratégique au même titre que les munitions, et il est prioritaire sur les voies ferrées au même titre que les munitions. Et oui, parce qu'il faut bien qu'il circule. Et quand vous avez une voie ferrée, il faut que les cadences des trains passent. Hein. Et le vin n'attend pas. Il n'attend pas. Voilà, vous avez quelques photographies ici. Je vais très très vite, hein. Je vous ai parlé tout à l'heure des camions automobiles qui distribuaient. Ici, nous sommes sur le front oriental, hein, en Europe orientale, avec un stockage, ici, près de la Grèce. La presse britannique, hein, toujours aussi prompte à être surprise par cela. Ici, c'est étonnant même, on met en avant l'utilisation de prisonniers allemands dans la manutention de barriques. C'est plutôt rare et c'est sous surveillance parce que, évidemment, ça nécessite des contrôles. C'est la même chose ici, vous voyez prisonniers Bosch vidant des wagons-foudre.
qui sont utilisés ici à l'arrière, dans la presse, hein, collectés dans la presse, et puis aussi, toujours dans la presse, on recense ici ce que coûte un poilu en nourriture et en boisson. Et vous voyez, pour le vin, ils ont mis 350 litres par an. Mais en réalité, 350 litres par an, bah, c'est en grande partie le vin de l'intendance. Hein. On ne peut pas estimer ce qui a été en plus acheté par le poilu au sein des camions bazar, au sein des négociants et acheté à l'arrière. Voilà. Vous avez quelques photographies ici, toujours très intéressantes, parce qu'il faut se représenter, là encore, la logistique de cette époque, avec des dépôts de vin hein, tout à fait spectaculaires. Photographies donc toutes de cette période, bien entendu, hein, sur la guerre. Voilà, ici tiré du musée du service de santé des armées, avec les fameux wagons foudres. Et puis 1915, eh bien, la chute de la récolte, on en a parlé tout à l'heure, crée une longue période qu'on appellera à l'époque la crise du pinard, hein, c'est-à-dire une envolée spectaculaire des prix en réalité, parce qu'on ne trouve plus de vin au moment où on en a le plus besoin. Et ça, c'est le tournant, hein, c'est la campagne 1915-1916. Voilà. Un homme s'alarme, c'est Édouard Barth. Et Édouard Barth, c'est un nom qui dit quelque chose à cette époque, c'est le célèbre député du vin, surnommé ainsi en tout cas, président de l'Office international de la vigne et du vin, devenu OIV, président de la commission des boissons à la Chambre des députés. C'est l'homme omniprésent, omnipotent sur la question vitivinicole. Et Barth s'insurge de la qualité déplorable du vin. Il explique qu'il en va de la santé des troupiers de s'interroger sur l'évolution qui est en train de s'engager à partir de cette période. Vous voyez la lettre de Barth qui s'alarme, c'est 21 octobre 1915. On est dans le déclenchement de ce qu'on appelle la crise du pinard, c'est-à-dire que le vin se détériore, sa qualité est vraiment de plus en plus préoccupante. Et il écrit au ministre cela. Alors, des députés du nord de la France, de Normandie, vous comprenez pourquoi, ont eu l'idée, hein, c'est de remplacer le vin par le cidre. Très très belle idée. Je ne sais pas pourquoi, les députés de Normandie. Et donc ils expliquent, et ici c'est rappelé par le directeur de l'intendance, qu'on a fait des tests pour essayer de faire un croisement, un mélange entre le vin et le cidre. Et tout ça a donné une expérience faite dans des popotes d'officiers et qui n'ont pas soupçonné la présence du cidre. En réalité, ces expériences qui vont être faites en 1916 ne vont pas être très concluantes. Et plusieurs rapports témoignent que les soldats rejettent ce curieux mélange fait de cidre et de vin et qu'ils interprètent comme étant du mauvais pinard et quelque chose qui n'est pas considéré comme très, très sain. Alors, il y a beaucoup de rumeurs en plus, vous savez, sur ce pinard, sur ce qu'on met dedans, sur est-ce que les officiers ne nous mettent pas des produits. Alors, le cidre va alimenter ces rumeurs, évidemment, avec des assemblages contre nature pour beaucoup de soldats. Voilà, la spéculation, bah, c'est la conséquence de tout ça, c'est l'explosion des prix. Alors pas que sur le vin, explosion des prix sur les aliments en général sur le front. Et ici, vous avez le ministre qui s'en alarme et qui demande au général commandant de s'interroger sur les conséquences de cela. Le vin sur le front, eh bien, il est omniprésent, je l'ai dit tout à l'heure. D'abord parce que la condition des hommes, et je voudrais vraiment insister là-dessus pour qu'on se replonge quand même dans l'effroyable guerre, bien sûr, avec des conditions tout à fait épouvantables. Quelques citations quand même pour vous remémorer un petit peu l'horreur de cette guerre. Hein. Ici, on comprend facilement l'épuisement physique et moral de tous. Combien depuis un mois on vieillit considérablement, nous dit Joseph le secrétin du Pâtisse dans ses lettres. Lucien Jacques va plus loin. Il écrit « J'avais 22 ans, perdu ma croyance en moi, perdu ma grandeur. Être obligé de se dire des artilleurs se sont saoulés la gueule et savoir que ce ne sont pas des artilleurs saouls qui hurlent dans la nuit là-bas loin, mais des copains qui m'appellent pour que j'aille les délivrer. Peur, le guerrier a peur, j'ai 22 ans et j'ai peur. » Là, il nous traite bien sûr de l'horreur du no man's land avec les copains qui, le ventre arraché, sont restés prisonniers des barbelés à quelques centaines de mètres des lignes et qui hurlent toute la nuit, terrorisant les autres, qui pour se rassurer disent non mais ce sont des gars sous qu'on entend de l'autre côté. Lucien Jacques, Carnet de Moleskine, et puis François Topiac. J'étais l'autre jour dans les tranchées, je n'ai rien vu de si horrible. Ils avaient étayé leurs tranchées avec des morts recouverts de terre, mais avec la pluie, la terre s'éboule, et tu vois sortir une main ou un pied noir gonflé. Il y avait même
2 grandes bottes qui sortaient dans la tranchée, la pointe en l'air, juste à la hauteur, comme des porte-manteaux, et les soldats y suspendaient leurs musettes. Et on rigole de se servir d'un cadavre poche comme porte-manteau. Je ne te raconte que des choses que je vois, autrement je ne le croirais pas moi-même. Si je vous montre ces textes, si je vous les lis, c'est pour évidemment qu'on se replonge tous ensemble dans l'horreur de cette guerre, qui seul explique pourquoi le vin va être un réconfortant, évidemment totalement indispensable. Pour oublier, pour fuir, et pour autre chose. La corvée des morts, ramasser les morceaux de cadavres, fouiller les corps, affronter la vision des chairs en putréfaction, de la confiture de cadavres et de l'horreur pestilentielle de la décomposition. La corvée des morts est aussi la corvée des bidons, ceux pleins laissés sur le front. Ici on a un témoignage, toujours du même auteur, de cette corvée qui consistait, alors c'était payé, on touchait des pécules pour aller dans le no man's land, ramener les armes et en ramener les bidons pleins, pour les gars, pour les copains. L'enivrement devient donc une pratique courante, régulière, attestée, surtout dans l'infanterie, parmi les hommes de troupe. Là encore, on ne peut pas amalgamer tous les hommes. L'infanterie est beaucoup plus touchée que les autres unités, c'est très clair. L'enivrement pratique attestée, ça on le retrouve dans beaucoup de témoignages. Depuis 5 jours, tous mes héros sont sous, écrit Henri Jacquelin en 1916. Ils courent dans les villages voisins, raflent le pinard, tombent dans les fossés, perdent jusqu'à leur croix de guerre. Le soir à l'appel, nous ne sommes pas 4 de la section. Je sors et je vais dans le petit bois compter mes morts. Ils sont là, gisants, recroquevillés, les bras en croix, le nez dans les feuilles sèches, poussiéreux, inertes et 3 fois morts. C'est la rosée du matin qui les réveille vers 3 heures. Ils rentrent se coucher en marchant sur les dormeurs, se réveillent à la soupe, retournent au pinard, s'endorment, se réveillent, boivent encore, vomissent, retombent, recommencent, continuent. Donc, vous voyez, des témoignages comme ça, on en a quand même beaucoup, qui montrent que, voilà, il y a eu aussi cette vie qui a existé. Voilà. Albert Berger, j'aime beaucoup parce que son témoignage est intéressant. Il est négociant en vin de profession, Albert Berger. Il est négociant en vin à Beaune. Il écrit: depuis ma rentrée de permission, je n'ai pas arrêté de vadrouiller. Heureusement que le pinard n'a pas manqué et croit qu'il y en a du bon aussi quand le bidon tient 2 litres. Plus tard, il ajoute: cette solde mensuelle a été copieusement arrosée. Je ne me savais pas encore aussi capable d'avaler tant de pinard. Vous voyez, là, on a un professionnel du vin. Alors, quand le bidon tient 2 litres, ça c'est un petit clin d'œil, vous savez, par rapport à ce que font les poilus à cette époque, c'est gonfler le bidon. On dit gonfler le bidon. On tire une balle à blanc dans le bidon, avec une charge à blanc, on gagne, dit-on, un quart. Et c'est le quart de plus qu'on reçoit quand on va le recharger. Et donc, voilà, 2 litres ou un peu plus. Et vous avez des poilus qui ont des bidons très largement déformés, qui assez curieusement tiennent davantage. Voilà, Henri Barbus écrit: beaucoup de ces messieurs en ont dans le col. Il va y avoir de la viande saoule au rassemblement. Henri Bridoux écrit: le soldat, tout comme un sac, ne tient debout que s'il est plein. Et là, on a des centaines et des centaines d'écrits comme ça dans la littérature, notamment de cette époque, mais aussi dans les carnets. Voilà. Alors, les rapports militaires sont incontestables. Ils désignent le vin comme un aliment fortifiant, un réconfortant, un stimulant, mais aussi, et ça c'est intéressant pour nous, un désinhibant qui entretient l'agressivité. Donc, vous voyez la double facette du vin qui va à la fois servir de désinhibant quand il s'agit de sortir de la tranchée, et en même temps, pour chasser le cafard, oublier, voilà, ne pas être directement impacté par l'horreur. Chaque commandant garde la responsabilité d'apprécier l'opportunité d'utiliser les rations qu'exige la situation. Ce document que j'ai retrouvé, télégramme chiffré du général Joffre, classé hautement secret, dit exactement ce qui se passe sur le terrain. La liberté complète des généraux de pouvoir distribuer le vin dans les proportions qu'ils jugent utiles. Et qu'ils jugent utiles, c'est par rapport à leur calendrier au combat. Regardez ce télégramme chiffré classé hautement secret. Demande allocation d'une ration d'eau de vie en supplément à la ration forte pour toutes les troupes des premiers corps d'armée, etc., etc. Première ligne et éléments rattachés, le jour de l'attaque. Effectif approximatif, 18 000 hommes. Ici, on a bien une attestation qu'on utilise en support du vin des alcools plus forts, des eaux de vie en général, les fameuses mioles, qui vont pouvoir être utilisées à certains moments plus qu'à d'autres. Au 34e régiment d'infanterie, il est écrit
On donne chaque matin aux hommes 6 centilitres d'une mixture violente prétendue être de l'eau de vie, mais qui se révèle être d'un titrage alcoolique bien supérieur. Les officiers de ce régiment touchent une ration double, triple, suivant leur grade. Alors ces mixtures, on en a des témoignages, on ne sait pas très bien ce que c'est. Alors certains disent voilà, qu'il y a des suspicions. Voilà. Les suspicions les plus folles, ça aurait été d'adjoindre dans certaines unités pour certains vins de l'éther. Alors l'éther, vous savez, ça coûte très très cher, mais c'est utilisé par le service de santé. En revanche, si ça a été fait, on n'en a pas la preuve, ça pourrait faire partie de ces mixtures très particulières. Et là, de l'éther avec de l'alcool, vous rendez les hommes complètement fous, hein, même en toute petite proportion. Voilà, le vin met donc à l'épreuve les contradictions. Vous voyez les contradictions hein, qui surgissent pendant la guerre. D'abord, nécessité pour l'entretien du moral des troupes, il faut du vin. Or, ce vin, 12 millions d'hectolitres distribués en 1917, pour le seul vin de l'intendance, je souligne là-dessus, 15 millions d'hectolitres en 1918, on est dans des proportions totalement inédites et inconnues jusqu'à nos jours pour une période de guerre. En revanche, c'est un vrai péril pour la santé des hommes. Et donc, c'est toute cette contradiction qu'il s'agit de gérer pour l'état-major. Vous voyez ici la photographie d'un soldat britannique atteint de psychonévrose. Alors malheureusement, on n'a pas d'historiens qui ont travaillé directement sur l'alcoolisme et l'alcoolisation des troupes, en tout cas sur des études trop poussées. Et on a souvent amalgamé à l'époque les psychonévroses, hein, ce qu'on appelle les obusites, les sidérations sur le front, hein, elles sont décrites ainsi, avec peut-être les conséquences d'une alcoolisation, hein, qui peuvent être l'une et l'autre liées, mais l'alcoolisme n'est pas considéré par les services de santé comme un élément à part. Hein. Pour les services de santé à cette époque, l'alcoolique ne peut être qu'un alcoolique héréditaire. Il n'a pas pu être rendu alcoolique par une surconsommation. C'est impossible. Pas par le vin en tout cas. Donc on va chercher plutôt des éléments liés à l'hérédité. Voilà. Et vous voyez comment on traite les hommes à cette époque. Hein. Chaque fois que l'homme est encore susceptible d'un rendement, le maintenir à l'armée, ne réformer que ceux qui sont pratiquement inutilisables. Mais la réforme doit être numéro 2, c'est-à-dire non imputable au service et sans gratification. Oui. Note de l'inspection générale, état-major 1917, hautement secret. Bon. On est évidemment dans une organisation qui s'impose comme telle à cette époque, c'est ainsi. C'est un péril aussi pour la discipline, et je vais très très vite sur cette question. Mais l'année 1917 est une année très marquante en France, avec les révoltes et les mutineries du printemps 17, dans les rangs français en particulier, avec cette intervention de Clémenceau puis de Pétain dans les troupes, et évidemment le lien entre l'alcoolisme ou le besoin de vin et ces mutineries est tout à fait attesté pour cette période. Donc le péril pour la discipline, il existe, il est d'ailleurs ici confirmé par la lettre du général Joffre, qui précise: le stationnement prolongé a amené une recrudescence de la consommation de l'alcool et des boissons alcoolisées dans les localités occupées par les troupes. Donc on s'alarme quand même, si vous voulez, d'une évolution qui pourrait être quand même assez dangereuse. Donc on publie un arrêté, celui du 16 mars 1915, en précisant que les boissons hygiéniques sont exclues, bien sûr, de l'arrêté, donc ça ne touche pas au vin, hein, surtout pas. Voilà. En revanche, l'absinthe, 1915, vous le savez, printemps 1915, arrêté officiel interdisant la consommation, la détention et la commercialisation, la production d'absinthe sur l'ensemble du territoire français. On est bien dans ce contexte, hein, qui est un contexte prohibitionniste, mais ne touchant que les alcools industriels. Et donc l'absinthe va disparaître du paysage français pendant près d'un siècle. L'absinthe telle qu'elle, alors l'absinthe de cette époque c'est très particulier, c'est pas la recette de l'absinthe d'aujourd'hui, et l'absinthe est vendue avec un titrage alcoolique extrêmement élevé avant-guerre. Le titrage de l'absinthe c'est 72 degrés. On est dans des titrages, si vous voulez, voilà, qui peuvent rendre fou assez facilement pour un consommateur régulier. En 1917, nouvelle loi, c'est un arrêté en réalité, dans la zone des armées, interdiction de circulation et de vente de l'alcool et des spiritueux, mais ne sont pas compris dans l'interdiction le vin, la bière, le cidre, le poirier, l'hydromel, pourvu qu'ils ne titrent pas à plus de 18 degrés. Ça va, ça laisse de la marge. D'autant qu'il est ajouté les vins de liqueur et d'imitation ainsi que les vins aromatisés préparés sans addition, macération ni distillation
pourvu qu'elle ne titre pas à plus de 23 degrés. Donc vous voyez, il y a une vraie bienveillance hein, sur les vins dits naturels. Il ne s'agit de ne pas toucher au cœur de la culture française et au vin français considéré comme la potion magique du soldat, et donc on ne peut absolument pas interdire et qu'on n'interdira jamais, bien sûr. Alors seul Pétain s'alarme curieusement de la consommation du vin, lorsqu'il écrit ici « La consommation excessive du vin par les militaires, en dehors des rations réglementaires, a pris un caractère de gravité qui appelle des mesures énergiques et immédiates. » C'est le seul texte, le seul document dans toutes mes recherches que j'ai trouvé, où j'ai vu un officier général suspecter quand même le vin, vous voyez. Et c'est Pétain. Et il ajoute à la fin, vous voyez, l'ivresse est à la base du plus grand nombre des infractions poursuivies devant les conseils de guerre. Il dit ça en mai 17, hein, c'est-à-dire au cœur de sa campagne contre les mutineries. Donc vous voyez le lien qu'il établit avec les cas d'ivresse. Voilà. Et puis le général Lebrun qui s'alarme lui aussi, mais sur d'autres questions, puisque en jaune je l'ai souligné. Je veux parler, dit-il, des nouvelles règles sur l'alimentation et l'institution des hautes payes et de l'indemnité de combat et leur corollaire, la création des pécules. En fait, il s'alarme de la multiplication des petits pécules additionnés à la solde des poilus et que ces hommes dépensent immédiatement parce qu'ils ne conservent jamais leur argent. Donc, et ce général suppose ici qu'il faudrait peut-être s'inquiéter sur la multiplication des pécules distribuées qui entretient une alimentation débridée. Voilà. Alors pour terminer, c'est la fin de cette guerre et de cette période où le vin a été omniprésent, vous l'avez compris. C'est le nouveau statut du vin, un statut incroyable. Le vin, en 1918, devient la boisson patriotique nationale française, le vin de la victoire, le pinard de la victoire, dit-on à cette époque, et il est repris dans toutes les publicités, les réclames et la propagande de cette époque comme étant le facteur majeur du triomphe français en 1918 contre les Boches, qui ne l'avaient pas, eux, le pinard. Et on va retrouver ça dans la presse, y compris la presse britannique, et vous voyez ici, bien sûr, des scènes de fraternité dans la presse britannique, par exemple, avec le quart entre les soldats britanniques et français. Le dieu Pinard ici, sculpté dans un bloc de craie sur le front, par un poilu reconnaissant, en Champagne, à la une du magazine J'ai vu. Le petit journal qui a fait une multitude de unes sur le Pinard, hein, on n'en manque pas, eh bien il a gardé celle-ci en 1919, le vin de la revanche, les premières vendanges de l'Alsace, et il écrit sur une page entière que le retour du grand vignoble d'Alsace, qui a été pendant près d'une génération saccagé par les Boches, eh bien enfin revient dans le grand giron des vins français et va retrouver à l'avenir sa haute qualité. Voilà, et beaucoup de cartes évidemment sur la thématique du retour des Alsaciens, des Alsaciennes et du vignoble des grands vins d'Alsace. Bien sûr, c'est une thématique importante. Alors au lendemain de la guerre, printemps 1917, est adoptée, j'allais dire à la hâte, mai 1919, cette fameuse loi, vous savez, je ne vais pas en dire trop, mais qui reconfigure complètement le paysage vitivinicole français. C'est cette fameuse loi sur les appellations d'origine. Elle était en route, cette loi, en 1913, puisqu'elle était en navette déjà entre le Sénat et la Chambre des députés. Et on l'adopte à la hâte, sans débat en réalité véritable, au printemps 1919. Et cette loi qui est particulièrement ambiguë, puisqu'elle précise que désormais les vins devront être identifiés selon l'origine du produit, d'accord? Il va falloir définir ce qu'on appelle l'origine, hein. Ou, et tout est dans le ou, c'est pour ça que je l'ai mis en jaune, d'où l'ambiguïté, les usages locaux, loyaux et constants. Alors là, on va ouvrir un champ inestimable de débats et de combats dans les vignobles français, cette fois-ci de combats réglementaires, pour savoir comment on va interpeller et interpréter surtout cette loi. Mais sachez que cette loi, c'est une loi de guerre, née de la guerre, produite par la guerre et inscrite dans les traités de paix à la fin de la guerre, puisque la loi de 19 qui a été adoptée par la Chambre Bleu Horizon, avec ses députés pour beaucoup revenus du front, eh bien c'est une loi qu'ils vont inscrire, ces députés, dans les traités d'après-guerre. C'est pour ça qu'il fallait l'adopter en 19, parce que chacun savait que la conférence de Paris,
qui aboutirait au traité de Versailles se terminerait le 28 juin 1919, date anniversaire de l'assassinat de l'archiduc héritier à Sarajevo. Et donc il fallait produire très vite cette loi pour la publier afin de l'inscrire dans les traités de paix pour l'imposer au reste de l'Europe. Et c'est exactement ce qui est fait en 1919. Vous retrouvez dans le traité de Versailles, puis plus tard dans le traité de Trianon, dans le traité de Sèvres, etc., etc. Vous avez des clauses économiques et vous retrouvez en fait la loi sur les appellations d'origine. C'est le génie français de l'époque, hein, non seulement d'inventer une législation assez hors du commun, mais immédiatement de l'imposer à ses alliés et à ses ennemis surtout, ou en tout cas de tenter de l'imposer à travers les traités de paix. Comme ça, toute l'Europe devra aligner ses règles et ses lois sur ses statuts. Voilà. Et pour le porter dans le reste du monde, en 1924 est créé l'Office international de la vigne et du vin, qui va être dirigé par son premier président, Édouard Parthe, que j'ai évoqué tout à l'heure, devenu aujourd'hui l'Organisation internationale de la vigne et du vin, dont le siège est à Paris, et qui, à cette époque, rassemble, vous voyez, les États fondateurs avec cette carte. Je remercie Raphaël, qui est au fond de la salle, pour son utilisation, et bien sûr, aujourd'hui, l'une des plus grandes et plus belles organisations qui rassemble 46 États membres. Voilà. Droit d'auteur, Raphaël Chalmer, Bordeaux 3, merci. Si, je l'ai marqué, hein. Et le vin, d'une bière à l'autre, bien simplement pour vous dire que cette longue histoire, très longue que je viens de vous raconter, eh bien, elle continue après la guerre, simplement parce que le vin élevé au rang de breuvage patriotique est intégré dans la réglementation militaire française, qu'au moment du déclenchement en 1939 de la Deuxième Guerre mondiale, les mêmes méthodes sont remises en place. 1939, automne 39, on recrée des stations-magasins. Et on redistribue le vin sur la ligne Maginot, comme au bon vieux temps. Alors maintenant c'est la ligne Maginot en 39. Et puis vous voyez, on crée même le vin chaud du soldat, la journée du vin chaud du soldat, 3 mars 1940. Et donc on va repartir sur une histoire qui ressemble au départ fort à la précédente, mais qui va évidemment être par la suite très différente. Voilà, en conclusion, c'était très très long, pardon, j'ai dû déborder largement du temps qui m'était accordé. Je voulais juste en conclusion vous lire un petit texte que je trouve très beau et que j'ai mis en préambule de mon petit ouvrage. Un petit texte qui a été écrit par un journaliste français qui visite les tranchées en 1917, donc c'est intéressant. Henri Lavedan, vous allez voir, va dans les tranchées et il rapporte ce qu'il a vu dans les tranchées en 1917. Il écrit « Quand on visite les lignes, que l'on parcourt les kilomètres de chemins creux, les labyrinthes, les postes, les souterrains, les tunnels, les abris, tout au long des champs de bataille, aussi bien ceux de la veille que ceux d'un an, de 2, de 3, une des choses les plus inattendues qui vous frappe et qui vous reste à jamais. » Alors on s'attend à ce qu'il nous parle de plein de choses, mais pas du vin. Et il écrit « C'est l'incommensurable quantité de bouteilles vidées, jetées, brisées, abandonnées qui jonchent le sol sur des étendues immenses et sans fin. » Voilà ce qu'il a vu en 1917. Et il ajoute, ce journaliste, « Ce bruit de verre cassé et pilé que l'on foule, ce crissement monotone et douloureux, ce remue-ménage de bouteilles cognées, ces dégringolades de casier dans une cave, ces craquements de débris sous la semelle, demeurent dans le tympan avec une obsession très caractéristique. » Il dit « Mais la bouteille éclatée ressemble aussitôt à terre à la douille de l'obus. Elle s'ennoblit parmi les ruines, et si elle est intacte, elle devient émouvante et rend aux soldats un dernier service. Une fois qu'exsangue et rebouchée, elle est replantée à l'envers sur sa tombe. » Et il termine « Dans le temps, il y eut peut-être sur elle une étiquette qui disait Médoc 1912. Aujourd'hui, il y a dedans un papier qui dit Martin 1915. Un nom de cru, un nom d'homme, 2 dates différentes. Qui eût jamais pensé, quand on la fit, quand on la souffla, quand on la remplit, quand on la vida, que cette bouteille finirait là, enfoncée debout sur le tertre de la mort, comme une fiole d'eau bénite au pinou de toit natal. C'est bien écrit, hein? Cela nous rappelle alors les autres vendanges, les traits de la race et de la famille dévastées, les grappes humaines coupées, tous les beaux raisins de la jeunesse pressés comme des éponges par les mains osseuses de la terrible vigneronne, et qui ont rempli les entonnoirs dont elle fait ses baquets et ses cuves. Eux aussi, ces bons fils, après s'être en buvant enivrés de victoire, ils ont voulu, maintenant qu'ils étaient rafraîchis,
désaltérer à leur tour le seul qui demandait à boire. Et ils l'ont abreuvé de leur pourpre féconde. Le sang du poilu français aura été le pinard de la terre. Voilà, je vous remercie. Conclusion, réflexion. Alors on va passer à des questions assez rapidement, puisque vous avez de toute façon la possibilité de parler à M. Lucan après la conférence. Sachant que, alors je le rappelle, son livre, Le Pinard des Poilus, est à votre disposition. Moi, j'ai une petite chose qui me vient à l'esprit. Alors, est-ce que nos adversaires, est-ce que ça a été étudié par, de l'autre côté du Rhin, est-ce que nos adversaires allemands ont utilisé également des boissons alcoolisées, à votre connaissance? Alors, il n'y a pas eu d'étude du côté allemand. Il y a une étude en cours aujourd'hui du côté belge sur la bière, puisqu'il y a une thèse qui est en cours sur la bière, la consommation de bière dans les troupes belges pendant la Première Guerre mondiale. Sur l'Allemagne, non. Le vin était distribué abondamment, mais pas dans de telles quantités, simplement parce que l'Allemagne ne pouvait pas fournir des quantités aussi exceptionnelles. En revanche, eau de vie, schnapps, vermouth, alcool industriel ont été distribués très largement dans les troupes allemandes, et le plus largement possible. Donc l'Allemagne a tenté de suivre avec ses capacités à elle. Alors que dans d'autres troupes, c'est la prohibition. Par exemple, dans l'armée russe, c'est prohibition intégrale de tout alcool, sauf pour les unités qui combattent aux côtés des unités françaises, qui elles sont approvisionnées. Je crois qu'il y a une question. Bonsoir, merci de cette conférence. Je voulais juste revenir peut-être à les basiques, puisque le thème de cette conférence est le pinard. Est-ce que vous pouvez nous reprendre l'histoire sur ce qu'est le pinard? D'où ça vient? Le mot? Le mot. C'est discutable. Non, ce qui est admis par maintenant presque tout le monde, c'est que pinard, c'est un dérivatif de pinot. Ce serait un pinot grossier, un mauvais pinot, c'est-à-dire voilà, un pinot dégradé. Voilà, ce qui est aujourd'hui admis par la plupart des personnes, sauf que le mot pinard a existé avant la Grande Guerre, donc il a peut-être pu avoir des origines différentes. Vous faites une analogie là, entre 14-18 et 1945. On n'entend pas derrière. Vous faites des analogies entre 14-18 et 1945, au dernier propos. Et ma question, quelle était la qualité de 18, de 19-18? Pourquoi je me pose cette question? Parce qu'elle est liée à 39-45, sachant que l'année 45, je pense, sous le contrôle de beaucoup, était très bon. Est-ce que le 18 était bon? Vous posez une colle. Elle est par contre aussi parce que, d'après ce que j'ai entendu, les hommes étaient bons, les femmes ne pouvaient pas travailler comme les hommes, et c'était presque un biotope, c'est-à-dire donc, voilà, Hypothèse. C'est vrai que oui, pourquoi pas. Non, mais on n'a pas d'analogie sur 1918. Alors, à ma connaissance, tout dépend, semble-t-il, des vignobles, hein, mais à ma connaissance, 1918, c'est pas un millésime qui est entré dans les annales. Maintenant, d'un vignoble à l'autre, je ne sais pas. Il faudrait là vérifier. En 16, il y a eu beaucoup de maladies, en 17, ça a été collé. Moi, j'ai retrouvé des lettres. En 16, mais ici à Saint-Émilion. oui, si. Et 18. Il est une conséquence de ce vin dans les armées, c'est que les soldats qui sont revenus, et venant du Nord-Pas-de-Calais, nous avons vécu cela avec nos grands-pères, ils sont revenus complètement alcooliques. Et ça a dû être géré aussi que possible dans les familles. Et ça, Oui. c'était redoutable. Oui. On n'a pas d'études historiques, si vous voulez, sur cette question.
Et encore une fois, il n'y avait pas de spécificité, voilà, on ne créait pas de lien, les médecins ne créaient pas de lien entre consommation de vin et alcoolisme. Mais vous avez raison, hein, les années d'après-guerre, voilà, sont des années très particulières et avec des conséquences dramatiques aussi dans certaines familles, absolument. Merci pour cette conférence exceptionnelle. Alors, existe-t-il d'autres drogues utilisées à l'heure actuelle dans les armées, dans les guerres contemporaines? Alors, oui, moi je ne vous ai pas parlé de drogue. Hein. Un stimulant. Non, non, alors on peut concevoir qu'il y a une addiction si vous voulez, mais je ne vous parle pas avec ces termes-là. Non, enfin, vous savez que des travaux ont été faits, vous voulez dire dans des conflits beaucoup plus contemporains. Ah oui, alors bon, vous savez que, voilà, pour la guerre du Vietnam, des travaux ont été faits sur, là, pour le coup, des drogues. J'ai pas d'autres comparaisons. Sachez qu'on a pu, pendant la Première Guerre mondiale, distribuer aussi des capsules d'opium aux hommes. Hein, ça s'est fait par le service de santé. Quand on avait voilà, des hommes qui étaient considérés comme récupérables et qu'il fallait traiter. Dans les autres conflits, c'est sur la guerre du Vietnam, voilà, mais... En Irak. En Irak, oui. Moi, je pensais à la pervitine, vous savez, utilisée dans les rangs de l'armée allemande en 1940. La pervitine qui était censée doter les hommes, en tout cas, de capacités d'éveil assez considérables, puisque les hommes restaient éveillés pendant 3 jours sans dormir. Mais les conséquences ensuite, psychologiquement, ont été terribles. Voilà, mais là, on peut évidemment pas comparer avec l'utilisation du vin. Vous avez compris que là, il y a une vraie conception culturelle du vin. Une dernière question, je crois. Oui, non, mais je voudrais revenir un peu sur le problème, lorsque l'on commence à dire il y a beaucoup de gens qui sont devenus alcooliques à l'issue. Mais si on reprend votre conférence, dès septembre 14, vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui sont alcooliques. Or, la guerre, elle vient juste de commencer depuis 1 mois. Et ce sont des gens qui n'ont pas encore vu le combat, qui ne sont pas encore allés au combat. Donc je pense qu'il faut quand même un peu moduler pour ceux qui imaginent qu'on a fait la guerre, donc on devient alcoolique. La France était, je ne veux pas dire alcoolique avant, mais je vais expliquer aussi, je vais essayer aussi d'expliquer un peu pourquoi le vin est la boisson la plus hygiénique. Bien parce qu'à ce moment-là, on avait l'eau où ça, au puits, et l'eau n'était pas bonne, parce qu'autour du puits, il y avait des vaches qui pissaient, etc., et ça s'infiltrait. Donc, le vin était effectivement la boisson la plus hygiénique. Je pense qu'il faut tout remettre en balance et puis tout regarder. Hein. Mais vous avez raison. Voilà. Bon, on va vous remercier encore très chaleureusement M. Lecoq.